Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocat Landau Associés. Par VK, on va parler de référent déontologue des élus tout à l'heure, mais tout de suite les brèves de la semaine. Alors, d'abord en matière de responsabilité. On en a parlé, depuis le 1er janvier, on a une nouvelle responsabilité unifiée des ordonnateurs et des comptables. Le 11 mai, la Cour des comptes a rendu sa première décision en la matière, c'est important. Et bien, elle en a rendu une autre, le 31 mai, commune d'Ajaccio. Or, c'est intéressant, pourquoi? D'abord parce qu'on parle d'infractions financières qui concernent les ordonnateurs, y compris les élus, c'est pas le cas à chaque fois. Deuxième chose, c'est la première fois sous ce nouveau régime que la Cour se prononce sur la responsabilité d'un élu parce que celui-ci a mis en échec, n'a pas appliqué des décisions de justice et n'a pas ordonnancé des paiements d'astreinte à la suite de décisions de justice. Condamnation de 10 000 € tout de même, et toute une série d'indications très intéressantes sur ce que va être ce nouveau régime. En matière d'agents, le Conseil d'État a rendu une décision publiée en intégrale au recueil Le Bon, qui est très intéressante sur la frontière en réalité, plus largement, entre recours pour excès de pouvoir et recours de plein contentieux. Un recours contre un titre de perception est un recours de plein contentieux, même si c'est à la suite d'un litige avec un agent. Par contre, un litige sur la lettre adressée à un agent public l'informant de retenue sur traitement à intervenir, c'est bien un REP. En matière d'agents toujours, le Sénat a, le 6 avril 2023, on en avait parlé, adopté une proposition de loi sur la revalorisation du métier des secrétaires de mairie. Et bien maintenant, c'est au tour de la délégation du Sénat aux collectivités de formuler 17 propositions sur ce point, rebondissant en partie sur celle d'ailleurs de l'AMF d'il y a quelque temps. En matière de délibération maintenant, il ne faut pas confondre le fait que, oui, une délibération donne lieu à une note de synthèse quand on dépasse les seuils pour qu'il y ait une note de synthèse. Très bien. Sauf dans les départements ou régions où là c'est un rapport. Oui. Bon. Et puis parfois, au lieu de mettre une note de synthèse, on fait un projet de délibération et il est arrivé que le juge le valide si le projet de délibération est assez complet. Mais en revanche ensuite, au stade de la communication des documents administratifs, on ne peut pas confondre les deux. Si quelqu'un demande la note de synthèse, eh bien il faut bien lui donner la note de synthèse, on ne peut pas s'abriter derrière le fait que c'est quasiment la même chose que la délib qui a été adoptée. Autre confusion, mais qui cette fois-ci pourrait être faite, c'est qu'on pourrait aller vers une fusion entre la carte d'identité et la carte vitale. Bon, ça existe dans plusieurs pays voisins, mais au rythme où on renouvelle nos CENI, évidemment, ça prendrait au moins 10 ans. En tout cas, pour l'instant, c'est en réflexion. Il y a une mission commune pour préparer ça. Donnez toujours beaucoup d'actualité cette semaine-ci. L'État met à jour sa stratégie en matière de cloud pour certaines données sensibles. Donc, l'État continue à avoir la tête dans les nuages. La DILA, de son côté, donc celle qui s'occupe de Légifrance et plein de choses, fait une course aux runes. Le référentiel unique serait un référentiel unique pour toutes les bases de données qui alimentent Légifrance. Et c'est quelque chose d'assez important. En matière de RGPD, la CJUE a défini ce qu'il fallait entendre par une copie, par une information, ce qui est assez important au RGPD. Et puis la dématérialisation est obligatoire pour un certain nombre d'instructions de demande de décision favorable pour de logements sociaux. Et puis, autre question de dématérialisation et de données, il y a un logiciel qui s'appelle Cassiopée qui gère un certain nombre de suivis en instruction pénale. Oui, mais quand je vais récupérer plein de personnes qui auront des destinées pénales variées. Par exemple, des manifestants sur les litiges sociaux relatifs aux retraites, et que je veux voir si un tel il va finalement être en garde à vue, un tel il a été relâché, etc. Est-ce que je peux faire un petit fichier Excel en plus de Cassiopée? Non, Cassiopée n'a pas le droit d'enfanter, la mythologie nous l'avait déjà expliqué, ou alors sinon ça pose des problèmes, donc non, pas de fichier Excel à côté, nous dit le TA de Lille. Et dématérialisation toujours, un décret a été adopté sur les modalités techniques de résiliation des contrats par voie électronique. Alors ça concerne essentiellement le droit à la consommation, mais ça concerne les collectivités pour certains de leurs SPIC, et sinon c'est une information importante quand même pour la vie de tous les jours. En ligne toujours, une circulaire sur les actions cœur de ville. Donc on a bien une prolongation du programme, dans un cadre fixé par cette instruction, et à cette occasion-là, les périmètres de ces programmes pourront évoluer. Et puis les mini-brèves, que voici. Passons à notre grand dossier, référent déontologue des élus, échéance proche, oui mais anguille sous roche. La loi 3DS, en son article 218, avait modifié le Code général des collectivités territoriales pour prévoir que tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques de la charte.
C'est très bien, sauf que première question, c'est une consultation limitée aux problèmes déontologiques et en lien avec le respect de la charte. Alors, est-ce que du coup c'est un cadre très limité? Non, parce que la charte va tellement dans tous les sens et aborde tellement l'ensemble des questions déontologiques qui pourraient se poser, ou en tout cas un très grand nombre d'entre elles, qu'on ne peut pas interpréter, me semble-t-il, ce texte de manière trop étroite. En revanche, force nous est de l'interpréter à la lumière du décret et de l'arrêté qui s'affiche à l'écran, qui ont été publiés pour mettre en œuvre ce régime. Alors, voici les éléments techniques à connaître pour ce régime. Ça peut être un collège de déontologues ou plusieurs personnes, mais ça ne peuvent pas être des personnes évidemment qui ont été locales depuis 3 ans, ça peut pas être un agent des collectivités, bon voilà, évidemment. Et il y a, si on est sur un déontologue individuel, un référent déontologue individuel, eh bien le maximum de l'indemnité c'est 80 € par dossier. Beaucoup de gens nous ont contactés en tant qu'avocats, en tant que leur avocat ou parfois autres, pour nous dire vous pourriez peut-être être mon référent déontologue. Première remarque, le prix de 80 € du décret est un plafond fixe. Alors souvent on nous dit mais c'est pas grave, on vous donnait plus. Non, c'est un plafond fixe. Donc si, même indirectement par une mission complémentaire, on nous donne plus pour exécuter cette mission, on détourne ce qui est écrit dans le décret, ça peut même être du pénal. Deuxième chose, imaginez que votre avocat de la collectivité est le référent déontologue. Bien, un élu vient le voir. Bien, au regard des règles de notre métier, cet élu peut lui confier des éléments et après l'avocat est tenu au secret professionnel. L'avocat, s'il y a ne serait-ce qu'un tout petit écart d'intérêt entre l'élu et la personne morale qui est la collectivité, ça peut même être l'exécutif, peu importe, ils peuvent ne pas avoir toujours le même intérêt sur une affaire déontologique. Eh bien, on ne peut plus être l'avocat des deux, et surtout, on est bloqué pour travailler pour la collectivité si on est tenu par des éléments professionnels donnés par l'élu que peut-être la collectivité n'est pas censée savoir. Donc, ce que je préconise très clairement, c'est de faire appel à un référent déontologue à part, et si la collectivité apprend qu'il y a un problème déontologique, eh bien, elle demandera à son avocat habituel et spécialisé dans ce domaine d'étudier la question sous le prisme de l'intérêt de la collectivité, pendant que le référent déontologue aura fait son travail, qui est un premier débroussaillage pour 80 € de manière, même si on a des gens extrêmement dévoués, ça ne pourra pas être autre chose. Attention, un dossier de déontologie, alors vous allez me dire, il y a des choses qui sont devenues assez connues, comme la prise égale d'intérêt. Un dossier de prise égale d'intérêt, le temps de tout décortiquer, il est rare que l'un simple examen des pièces ne prenne pas plusieurs heures, déjà, rien que ça. Donc, voir. Alors, j'ai voulu me tourner, ces recommandations importantes étant formulées, vers 3 personnes qui se sont lancées dans cette activité toute nouvelle de référent déontologue. Bonjour à tous les 3. Bonjour chers confrères. Et puis je vais vous poser à chacun la même question. Comment bien gérer cette nouvelle fonction? Quid du secret professionnel? Quid du temps de travail à allouer à tout ceci? Comment aider réellement les élus dans ce cadre assez contraint? Commençons par vous, Madame Zaoui. Alors, j'envisage de mettre en place l'activité de référente déontologue auprès des élus que je vais conseiller du coup à la mairie d'Aubigny pour le moment. Donc, je l'envisage de 2 manières. Premièrement, il y a d'un point de vue opérationnel, donc il faut respecter les dispositions qui ont été édictées par le décret qui instaure ce référent déontologue, donc dans la confidentialité, donc en faisant appel aussi à ses compétences et son expertise dans le domaine de l'anticorruption et de la prévention des conflits d'intérêts. Donc ça demande de discuter avec les élus et aussi de mettre en place un suivi anonymisé, vu que c'est réellement une relation de confiance qui se loue avec les élus. Aussi, avec beaucoup d'humilité, parce que c'est des nouvelles fonctions qui s'offrent à de nouveaux conseillers. Et donc, il y a beaucoup de dispositions d'ordre législatif, réglementaire, de la doctrine, des guides de l'Agence française anticorruption et de la Haute Autorité de transparence de la vie publique, et même de la Direction générale des collectivités locales, qu'il faut appréhender et mélanger, et, voilà, faire en sorte de comprendre pour fournir le meilleur conseil. Après, je pense que ça, c'est des missions qui vont se mettre en place avec le temps. Donc, il faudra voir comment concrètement on fournit ce conseil pas à pas. Même question pour vous, cher confrère. Écoutez, j'ai lu attentivement le décret de décembre 2022 qui définit de manière précise les conditions d'intervention du référent déontologue.
Nous avons les précédents des référents déontologues qui se trouvent maintenant en fonction dans les différentes administrations et également dans les autorités publiques indépendantes, dont nous avons cette expérience. Je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est un principe simple, analyse concrète d'une situation concrète, c'est-à-dire nous sommes là pour conseiller, pour prévenir et pour guider les élus qui nous posent des questions se rapportant à une situation bien précise, et c'est par rapport à cette situation bien précise que nous avons à leur apporter les réponses. Nous ne sommes pas dans d'autres fonctions que celle-là. Nous n'avons pas une fonction de contrôle, nous avons une fonction de vigilance et surtout, nous n'intervenons que parce que nous sommes saisis d'une situation bien particulière. C'est donc, je crois, en prenant en considération les obligations des élus locaux et des membres des conseils municipaux, quelle que soit leur fonction, quel que soit leur statut, quelle que soit leur origine, c'est comme ça que je pense travailler. Et toi, Michel, comment vois-tu tout ceci ? Les exigences déontologiques se sont renforcées sur les élus locaux ces dernières années. La charte de l'élu local indique que l'élu local doit exercer sa fonction avec impartialité, dignité, probité et intégrité. Il doit également veiller à prévenir les conflits d'intérêts. Ces notions fondamentales demandent à être explicitées. Elles ont un contenu qui doit être précisé. Et l'élu local peut être confronté à la difficulté de définition dans son activité régulièrement, et il est bon qu'il puisse se tourner vers un référent déontologue. Donc je conçois ma fonction comme un moyen de l'éclairer lorsque l'élu local rencontre une difficulté pour préciser ces notions qui figurent dans la charte de l'élu local. Je pense avoir quelques capacités à exercer cette fonction. J'ai été élu local il y a bien longtemps, une fonction modeste dans une petite commune. Je suis également professeur de droit. Et il me semble que cette fonction est nécessaire à un moment où la fonction de maire suscite également des contestations. Je crois qu'il y a près de 1000 maires qui ont démissionné depuis 2020. Les agressions à l'égard des maires ont augmenté de 30% l'année dernière. Il est donc nécessaire, je crois, que les locales puissent s'entourer d'un maximum de conseils. Merci beaucoup à tous les trois. Au revoir. Et moi, je vous souhaite une bonne journée. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlant de l'associé pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.